Donc il me revient de conclure. J'ai à la fois cette lourde charge et ce grand honneur donc de conclure ces entretiens enseignants-entreprises sans être trop long et en espérant que ce ne soit pas une prétérition et qu'effectivement je ne garde pas... j'ai demandé qu'on me passe les clés éventuellement pour fermer si besoin était. Mais je voudrais revenir sur un certain nombre de points. D'abord sur des questions de fond, hein, sans évidemment résumer. J'ai essayé de prendre des notes tout au long de ces 2 jours. Je vais essayer d'y mettre un peu d'ordre. Et je vais le faire de manière très scolaire en commentant d'abord les termes du sujet. Donc les termes du sujet, c'était nos sociétés sont-elles compatibles avec la transition environnementale? Alors il y a déjà eu cette interrogation sur la question de la transition. Jean-Michel Valentin disait à l'instant que voilà. Alors on a eu d'ailleurs un peu plus tôt dans la journée Catherine Larère qui disait qu'elle n'aimait pas du tout, c'était un mot faible pour une réalité très très forte, et Jean-Michel Valentin qui insiste également sur ce point. Alors moi j'aime beaucoup ce thème de transition. Je trouve qu'il est important et je trouve que c'est même ce qui est le plus intéressant. La science économique en particulier a toujours tendance à s'intéresser beaucoup aux équilibres. Et je crois que j'avais déjà fait la même citation, parce que j'ai assez peu de lecture en fait, l'année dernière, mais je vais la refaire. Il y a dans l'ouvrage de Julien Gracq, Le rivage des Sirtes, que vous connaissez peut-être, il y a cette phrase que je trouve superbe, qui s'applique bien chez nous, qui dit voilà, le rassurant de l'équilibre, c'est que rien ne bouge. Le vrai de l'équilibre, c'est qu'il suffit d'un souffle pour faire tout bouger. Et donc effectivement, lorsqu'on se concentre uniquement sur les équilibres ou que lorsqu'on fait uniquement des statiques comparatives, c'est rassurant, mais on oublie beaucoup de choses. Alors à l'inverse, si on poursuivait si on paraphrasait la citation, on pourrait dire que l'équilibre est rassurant, mais que la transition est inquiétante. On l'a vu, on a fini sur un point optimiste en toute fin de table ronde, mais on a quand même eu peur que les entretiens enseignants-entreprises se terminent sur une note très pessimiste. On a beaucoup parlé d'éco-anxiété autour de ces 2 jours, donc effectivement, être en transition entre 2 états d'équilibre, c'est évidemment inquiétant, mais c'est aussi ce qui est passionnant, en tout cas pour l'observateur et pour nos disciplines. Je parle pour les sciences économiques et sociales, mais pour l'ensemble des disciplines qui ont été convoquées ici. Étudier et vivre ces périodes de transition, ça peut être angoissant, on l'a dit, mais c'est aussi terriblement passionnant, beaucoup plus passionnant qu'un état stable qui se reproduit à l'identique. Donc ce thème des transitions, il est tout à fait motivant et tout à fait intéressant. Alors la transition, c'est un processus entre 2 équilibres, et un processus, on l'a dit autour de ces 2 jours, qui est un processus, alors d'abord un processus dynamique, c'est-à-dire il est fléché, le temps passe, et on a vu que le temps est déjà beaucoup passé, et que le temps va peut-être manquer, donc il y a cette question-là, et dès lors qu'il y a une flèche du temps, ça veut dire qu'il y a des irréversibilités, il y a des trajectoires sur lesquelles on ne revient pas, et il y a des trajectoires à engager très tôt, donc voilà, il n'y a pas de réversibilité des choix, il n'y a pas de temps à perdre, et chaque temps perdu, on le voit bien, les fameux 1,5% à l'horizon, on sait déjà qu'on est presque trop tard, et donc voilà, ça c'est effectivement quelque chose de tout à fait essentiel. Il y a des effets de sentier, ce qu'on décide aujourd'hui va déterminer nos trajectoires pour les 15-20 ans qui vont venir, et l'équilibre éventuel vers lequel on va aller, le nouveau monde, le nouveau régime d'accumulation, de régulation, de croissance vers lequel on est susceptible d'aller. On sera peut-être pour une bonne partie d'entre nous plus là, mais dans 30, 50 ans, en tout cas pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Donc c'est un processus dynamique. On l'a dit, c'est un processus qui est compliqué. Il faut mobiliser beaucoup d'acteurs, j'y reviendrai. Il faut mobiliser beaucoup de niveaux territoriaux, de niveaux de gouvernance. Il faut mobiliser du macro, on a vu, les impacts macroéconomiques, les exigences macroéconomiques. On a parlé des effets sur l'inflation, on a parlé des questions de fiscalité, on a parlé des questions de politique monétaire, de financement. Évidemment, il faut embarquer les entreprises, j'y reviendrai. Il faut embarquer les consommateurs. On le verra également, j'y reviendrai rapidement. La dimension environnementale n'est évidemment pas seule. On vient d'évoquer la dimension géopolitique. Il y a la dimension sociale, la dimension démocratique. Voilà, il faut arriver à piloter tout ça et à en faire une trajectoire qui soit une trajectoire viable. Donc c'est compliqué parce qu'il faut mobiliser tout ça et il faut assurer la viabilité de cette trajectoire. C'est un peu ce qu'évoquait Jean-Michel Valentin. C'est-à-dire on peut toujours dire on est parti d'une forme d'équilibre dynamique et puis on est en transition. Mais la transition, on peut terminer dans les platanes. Enfin, il n'y a plus beaucoup de platanes le long des routes, mais voilà, l'essentiel c'est de rester dans une trajectoire qui soit viable. Et ça, c'est le problème qui a été beaucoup évoqué hier, mais finalement en filigrane au cours des 2 jours. Il y a un vrai problème qui est le problème central qu'en particulier les sciences sociales interrogent, qui est le problème de la coordination. C'est-à-dire comment est-ce qu'on coordonne l'ensemble des acteurs qui sont partie prenante de cette transition, comment on envoie les signaux prix qui vont bien, comment on réglemente, comment on planifie en partie, comment on donne des perspectives. On évoquait ce matin par exemple le prix du carbone, on évoquait plus généralement, tout à l'heure on évoquait le fait que la Chine avait ce grand privilège d'avoir pu planifier la mainmise ou en tout cas la sécurisation de ses ressources en matière de minerais
critique. Donc voilà, il y a, comme à chaque âge du capitalisme, je crois que c'est Bentham qui disait ça, il faut redéfinir les agendas des fonctions de l'État. Ben, on est dans cette période-là où il faut effectivement à nouveau retrouver où on met le curseur entre ce qui est de la responsabilité de l'État, ce qui est la responsabilité des acteurs privés, et comment on arrive à coordonner et à inciter de manière à aller tous dans le sens de cette transition. Donc c'est évidemment compliqué, et c'est non seulement compliqué, mais c'est aussi complexe au sens méthodologique du terme. Catherine Larère l'a évoqué en évoquant Montesquieu ce matin. C'est pas seulement compliqué, c'est complexe au sens où c'est pas linéaire une transition. Il y a des effets de rétroaction massifs. On vient de très bonne illustration, la table ronde sur la géopolitique dans son ensemble. Si on met la géopolitique de côté, on était très optimiste à l'entrée de cette table ronde en disant bon voilà, on voit à peu près ce qu'il y a. Il faut augmenter de 4 points de PIB l'investissement. Il y aura une période inflationniste. Il faut que les banques centrales puissent intervenir. Il faut verdir la finance. Bon, tout ça est complexe, mais on doit être capable de le faire. Bon, à part que il y a des chocs quoi. À part que voilà, il y a des chocs géopolitiques. Il y a des bouleversements, des transformations. Voilà, et des rétroactions entre la crise énergétique, les crises géopolitiques, les crises sociales. On a vu comment effectivement, lorsqu'on n'accompagne pas socialement les volontés de transition énergétique, ça peut tout bloquer. Donc voilà, ça veut dire qu'il faut s'intéresser, il ne faut pas avoir cette pensée linéaire. Elle évoquait la question du climat chez Montesquieu, de dire bon voilà, un effet A conduit à un effet B. Non, il peut y avoir des rétroactions, des effets à prendre en compte, des effets de complexité. Voilà, c'est ce qui rend effectivement les choses tout à fait passionnantes. Alors ça me conduit à un deuxième point, un deuxième terme qui était le terme environnemental, qui a été discuté et qui pour le coup était peut-être pas tout à fait choisi. C'est-à-dire que si on voulait vraiment mettre en avant la complexité de cette transition, évidemment il ne faut pas se limiter à la seule transition environnementale. Évidemment, elle est au minimum écologique au sens global du terme. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte évidemment pas uniquement la question de l'environnement, pas uniquement la question énergétique, pas uniquement la question du réchauffement climatique, la question de la biodiversité, la question de l'articulation entre l'ensemble des systèmes vivants, l'articulation de ces systèmes vivants avec leurs environnements, avec leurs écosystèmes. Voilà, donc c'est l'ensemble de ça qu'il faut embarquer et dont il faut tenir compte. Et donc ça, c'est là aussi à la fois complexe, compliqué, mais tout à fait passionnant. Il me semble d'ailleurs que de ce point de vue-là, il y a 2 écueils à éviter, qui sont un peu symétriques. Le premier écueil, ça serait de considérer qu'on a, en fait, de présenter le problème comme si on avait une espèce de nature, un donné naturel qui soit par définition harmonieux, voilà, par définition vertueux, et auquel s'opposerait une présence humaine qui, de tout temps et en particulier depuis 2 siècles, aurait artificialisé, détruit, la nature, et qu'il conviendrait d'une manière ou d'une autre que l'homme se fasse plus, l'homme et la femme, l'homme au sens global du terme, vous m'avez bien compris, se fasse plus discret, parce qu'il serait vécu comme un prédateur. Voilà, c'est un premier, me semble-t-il, une première erreur, un premier risque. Le risque inverse, c'est au contraire de faire peu de cas de la nature, mais ça, on peut dire que d'une certaine manière, ce risque-là, on l'a assumé pendant très longtemps, et de considérer que l'homme pourrait fonctionner comme un prédateur vis-à-vis de cette nature. Non, je crois qu'il faut retrouver cette idée que l'homme, il est, il fait partie du vivant, il fait partie de son écosystème, et qui, voilà, l'enjeu, c'est d'arriver à humaniser la nature. Qui d'entre nous peut nous amener, à part peut-être dans quelques forêts primaires, dans un donné qui serait un donné naturel, qu'on pourrait considérer de toute éternité. Non, la nature, elle a été transformée, elle continuera de transformer, et voilà, l'homme doit humaniser la nature plus qu'elle est, et en même temps ne pas oublier de ne pas trop se dénaturer, quoi. Enfin, il faut trouver cette espèce de d'articulation, me semble-t-il, complexe, et pas tomber dans cette erreur de dire voilà, la seule solution c'est la décroissance, et c'est la modestie de l'espèce humaine qui est en train de détruire tout le reste. Donc il faut arrêter. Je pense que ça serait pour le coup simplifier une question qui est tout à fait complexe. Donc voilà, la transition, plutôt qu'environnementale, on pourrait dire la transition écologique. Et puis je l'évoquais tout à l'heure, donc il y a un autre terme dans le titre qui était nos sociétés. On a vu un débat là-dessus, de dire est-ce qu'on met nos économies ou est-ce qu'on met nos sociétés. Et on a retenu nos sociétés à dessein, parce que évidemment c'est pas uniquement une question de transition économique, c'est pas uniquement une question de transition environnementale, mais c'est pas uniquement une question de transition économique. C'est évidemment une transformation sociétale globale. Et c'est une transition sociale. Il y a des inégalités sociales qui existent. Ces inégalités, elles ont toute raison d'être creusées encore davantage par en tout cas d'être questionnées et d'être au centre de la problématique de la transition environnementale. Et on sait qu'il ne pourra pas y avoir de transition environnementale et écologique si on ne prend pas en compte cette question des inégalités, qui est une question tout à fait importante. Et on a évoqué ici ou là les bonnets rouges, les gilets jaunes et autres. Donc ça veut dire qu'il y a une question sociale, et puis il y a une question sociale et une question démocratique.
démocratique, hein, ça a été évoqué également, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui participe de la complexité de cette situation-là, c'est que la gouvernance, elle doit aussi se repenser. Non seulement elle est multiniveau, mais elle doit nécessairement associer la société civile, d'abord l'informer, hein, et puis lui permettre de participer comme citoyen, de manière à s'approprier la transition, hein, et à ce que ça puisse fonctionner. Donc voilà, sur l'ensemble de ces éléments. Alors voilà, ça c'est sur le fond, j'irai pas plus loin. Sur la question des aspects pédagogiques, on va dire. Alors évidemment, dès lors qu'on dit complexité, on se dit qu'une discipline seule peut pas parvenir à saisir une complexité. Donc ça valide les choix qu'on fait assez souvent d'ailleurs, hein, contrairement à ce que certains peuvent penser, les choix de faire de l'interdisciplinarité. C'est particulièrement vrai aux entretiens enseignants-entreprises. Pour l'essentiel, pour l'instant, alors évidemment, le programme enseignant-entreprise, Melchior, les entretiens enseignants-entreprises, hein, il faut faire un peu de cocorico, ce sont les sciences économiques et sociales qui l'ont porté et qui l'animent, mais on a su, et heureusement, s'ouvrir à plein d'autres disciplines, l'économie-gestion, l'histoire, géographie, les ST, VST, hein, ce qu'on appelait SVT, moi, quand j'étais plus jeune, enfin, les sciences du vivant et de la terre. Et on voit bien que sur un sujet comme celui qu'on a évoqué aujourd'hui, toutes les disciplines ont évidemment quelque chose à dire et qu'on apprend beaucoup plus en croisant les regards. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut faire toujours du tout disciplinaire. On ne fait de la bonne interdisciplinarité que parce qu'on fait déjà du disciplinaire. Et ensuite on croise les regards et là on a des regards qui sont tout à fait pertinents. Et on voit qu'on a eu une philosophe qui est venue, que la philosophie pourrait sur ces sujets-là apporter énormément de choses également. On aurait pu imaginer que les sciences et techniques industrielles aient des choses à dire. On a évoqué hier la physique, la chimie. Donc vous voyez, l'ensemble des disciplines, évidemment sur un sujet comme ça, aurait pu être convoqué. Ça me permet juste de faire un petit point d'ailleurs sur les questions qui ont été évoquées hier de formation. Alors oui, il faut refaire des maths, mais c'est prévu que les maths reviennent dans le tronc commun. Mais il faut pas faire que des maths. C'est-à-dire qu'on voit bien que cette problématique de la transition, elle est tellement complexe. On a besoin d'ingénieurs, il faudra probablement en former beaucoup plus, mais on n'a pas besoin que d'ingénieurs. On a besoin d'économistes, on a besoin de sociologues, on a besoin d'historiens géographes, on a besoin de philosophes pour penser l'ensemble de cette transition. Voilà, donc c'est bien de faire des maths, mais par exemple, on pourrait de la même manière dire, mais ce serait bien que tout le monde fasse des sciences économiques et sociales jusqu'à la terminale pour avoir une appréhension globale. Or, c'est pas le cas aujourd'hui. On s'émeut beaucoup que tout le monde fasse pas des mathématiques, mais tout le monde ne fait pas des sciences économiques et sociales jusqu'à la terminale. Certains n'en font qu'en seconde et n'en font plus après. Donc, on pourrait y reparer. Donc, en tout cas, pour le système éducatif, la vraie interrogation qui ressort de nos débats, c'est de dire, mais finalement, aujourd'hui, face à l'ampleur et aux exigences de la transition écologique, c'est quoi l'honnête homme du XXIe siècle ? Quel serait le tronc commun, la base commune des savoirs qu'un élève de terminale devrait avoir pour appréhender en particulier ce problème. Il doit avoir probablement des connaissances scientifiques parce que l'objectivation de la question écologique et environnementale, elle repose sur une connaissance minimale, une maîtrise minimale d'humanité scientifique. Mais il doit avoir probablement également des humanités littéraires, philosophiques et une connaissance des sciences économiques et sociales, de l'économie, de la gestion, de l'histoire bien sûr, de la géographie, de la géopolitique, on vient de le voir à l'instant. Donc voilà, ça peut être une feuille de route pour le quinquennat qui s'ouvre, hein, de repenser cette question-là. Alors je dis ça en passant, je vais pas être trop long, mais c'est vrai que dans le débat sur la réforme du lycée, je vois Pierre Vinard, là, avec qui j'ai travaillé sur le suivi de la mission, sur une mission de suivi de la réforme du lycée. On a beaucoup focalisé sur les enseignements de spécialité. Hein, comme hier d'ailleurs, on a focalisé très vite sur l'idée enseignement de spécialité, c'est-à-dire que les élèves se spécialisent très tôt, ce qui est pas vrai. Et finalement, on s'est assez peu interrogé sur le tronc commun, c'est-à-dire de dire mais finalement, qu'est-ce qu'on met dans le tronc commun et pourquoi on met ça dans le tronc commun ? Mettre dans le tronc commun, ça veut dire considérer que tout élève, tout bachelier à 18 ans devrait avoir eu un certain nombre d'enseignements qu'on considère comme fondamentaux. Et donc c'est peut-être l'entrée de dire voilà qu'est-ce qui est fondamental aujourd'hui pour maîtriser par exemple tous les enjeux qui sont face à nous. Donc voilà là-dessus le message. Je sais pas si le message est passé. Troisième point, c'est évidemment, alors ça a été en particulier souligné, j'allais dire avec l'innocence de celui qui découvrait, c'est pas du tout un défaut, les entretiens enseignants-entreprises par Jean-Louis Etienne hier, qui a souligné combien c'était intelligent de croiser les regards avec les entreprises
bien sûr. Alors c'est un sujet particulier où on a souvent tendance en France à diaboliser les entreprises, qui seraient par définition des entreprises seraient par définition opposées ou non intéressées à la question environnementale. On a vu que ça n'était pas le cas et en tout état de cause, on comprend bien que de toute façon la transition ne pourra pas se faire si on n'embarque pas l'ensemble des acteurs et en particulier de ceux qui sont au cœur du système productif et du système de croissance. Donc évidemment, ça valide encore plus ce choix si tant est qu'il y ait besoin de le valider. Voilà, c'est une question qui est complexe parce qu'elle est, elle est multi-acteurs aussi. Et je l'ai dit, ça a été évoqué par nos géographes en particulier, je pense notamment Angélique Palle qui est intervenue là-dessus. C'est multiscalaire, c'est-à-dire que tant sur la question de la transition énergétique que plus globalement de la question de la transition écologique. Vous savez, il y a ce fameux slogan « penser global, agir local ». En fait, on pense global et il faut agir global, local, national, européen. Enfin, voilà, on voit bien que c'est local, et y compris sur le plan énergétique, on l'a vu, les énergies de demain ne sont pas nécessairement des énergies centralisées. Ça peut être des énergies décentralisées qui s'appuient sur des solutions territoriales, etc. Donc ça veut dire qu'il y a aussi à réfléchir sur l'ensemble de ces gouvernances. Voilà, je vais pas être plus long que ça. Je vais quand même faire la petite page remerciement parce qu'il s'agit maintenant que tout s'est bien passé de remercier. Sinon, je l'aurais pas fait. De remercier ceux qui ont œuvré au bon déroulement de ces entretiens enseignants-entreprises. Alors d'abord remercier l'Institut de l'entreprise, Antoine Frérot, qui a fait l'ouverture hier, qui nous écoute peut-être ou qui nous relira, pour le remercier une fois encore de ce partenariat entre le ministère de l'Éducation nationale et l'Institut de l'entreprise. Remercier le comité stratégique de ce programme enseignant-entreprise, et notamment Patrick Artus qui est intervenu. Soit il est intervenu directement, soit on l'a fait intervenir quand il n'était pas à la tribune, parce qu'il a été cité de nombreuses fois, mais on sait pourquoi. Donc merci beaucoup Patrick. Et puis évidemment, alors les deux chevilles ouvrières, Béatrice Couéron, qui est responsable du programme enseignant-entreprise, puis Rayane qui souffle enfin, ça fait Rayane Benalla, qui est l'assistante de Béatrice, qui remplace qui a remplacé François Vézier pour ceux qui se souviennent. Voilà, et qui était en 2 jours de stress complet pour voilà, en espérant que tout se passe bien. Donc tout s'est bien passé, enfin, sauf maintenant celui qui doit conclure rapidement et qui met un temps infini à conclure, mais sinon, c'est très bien. Donc remerciement également, je parlais de l'interdisciplinarité, à tous mes collègues du COPIL. Il se trouve que je représente l'inspection générale au sein du comité stratégique, parce que c'est le poids de l'histoire, les SES sont là, mais on a organisé donc un comité de pilotage avec un certain nombre de collègues, Florence Mitz pour l'histoire-géographie, Pierre Vinard pour l'économie-gestion, Bertrand Pajot pour les STV-ST, et le programme notamment, enfin particulièrement des regards croisés, a été pensé par ce COPIL de haute volée. Donc je vous remercie tous. Je remercie le comité exécutif qui lui rassemblait les IAIPR des différentes disciplines, et puis tout particulièrement également tous les animateurs et les animatrices, dont certains sont encore dans la salle, qui ont animé, porté ces regards croisés. Voilà, j'en ai fini. Peut-être une dernière pensée, on en a parlé en introduction, je voudrais le dire en conclusion. Une pensée pour notre collègue Laurent Braquet, dont on a dit et dont on a rappelé qu'il était disparu dans des conditions tragiques cet été, et qui était quelqu'un de très investi à la fois à Melchior et dans les entretiens enseignants-entreprises. Je crois qu'il aurait bien aimé cette levée. On a une forte pensée pour lui, pour son épouse et pour ses 2 filles. Voilà, merci à tous, et puis bonne rentrée scolaire, et bonne relecture des replays sur le site Melchior. Merci.